Odile Morin, bonjour. Pardon. Bienvenue sur le plateau d'Inclusion TV FM. Vous êtes aujourd'hui au Salon Autonomique Sud, où vous êtes venu manifester une quinzaine de personnes tout à l'heure, ou même un peu plus. Oui, un petit peu plus, entre 20 et 30 personnes. Oui. Voilà. Vous avez encerclé le stand de TPMR qui gère le service Mobibus. Voilà. Vous avez protesté fermement contre le comportement, en reprochant notamment la différence de prix, les difficultés de commande. Il fallait attendre toute une après-midi. En fait, il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire que ça fait maintenant pas mal d'années qu'on se plaint du service et que c'est de pire en pire chaque année. Surtout depuis 2009, parce qu'en 2009, Tisséo Mobibus, qui avait un service de transport adapté en porte-à-porte pour les personnes handicapées, s'est ouvert aux personnes âgées. Dans l'absolu, c'est pas une mauvaise chose que ce soit ouvert aux personnes âgées, parce qu'il y en a qui ont des problèmes d'autonomie, au même titre que les personnes handicapées, donc ça c'était légitime. Tout à fait. Le problème, c'est que Tisséo s'est imaginé qu'il allait pouvoir caser les vieux entre chaque handicapé, entre guillemets, rentabiliser le service, sans mettre vraiment de moyens supplémentaires. Aujourd'hui, on est avec un service qui est saturé, où de plus en plus de personnes handicapées abandonnent l'utilisation du service pour plusieurs raisons. Parce que, d'une part, on peut réserver, alors ils ont étendu la plage de réservation à 15 jours, mais on est de toute façon obligé de réserver nos transports 15 jours avant, sachant que si on a besoin d'annuler pour X raisons, 7 jours avant, on ne peut plus annuler ou alors on paye une pénalité, et qu'en plus, Mobibus nous appelle au dernier moment, la veille ou l'avant-veille, pour nous dire soit qu'on va avoir l'aller sans le retour, soit qu'on va avoir le transport une demi-heure, 1 heure, 2 heures avant ou après l'heure demandée. Pour aller chez le médecin, c'est pratique. Par exemple, ou pour aller au travail, c'est encore mieux. Oui, voilà. C'est super. Et tout ça a un prix qui est effectivement beaucoup plus important que le prix que paye le chômeur ou même la personne valide quand elle paye du transport en commun. En plus, on a des groupages, on subit des groupages qui sont souvent incohérents. Quand vous sortez, quand vous avez des personnes qui travaillent, qui avec leur handicap font l'effort de travailler, qui d'abord arrivent en retard au travail, qui viennent chercher avant la fin du travail, en leur disant maintenant, soit vous partez maintenant, soit on ne vous ramène pas chez vous, vous démerdez. Voilà. Ah ben, l'employeur, lui, il n'est pas forcément d'accord. L'employeur, il n'est pas forcément souple, effectivement, par rapport à ça, et on peut le comprendre. Et on peut le comprendre. Quand en plus, vous vous retrouvez après une journée de travail fatigante, à faire tout le tour de Toulouse pour rentrer chez vous, vous habitez à 5 minutes, vous faites 1 heure de trajet, c'est génial. C'est sûr qu'il y a de plus en plus de personnes handicapées qui sont inscrites au service, mais qui n'utilisent pas. Il faut savoir qu'il y a à peu près 6 ou 7 000 personnes inscrites au service aujourd'hui, et qu'il y en a plus de la moitié qui ne l'utilisent pas. On peut se demander pourquoi. Puisque ce sont, dans tous les cas, des personnes qui ne peuvent pas utiliser normalement les services publics. Soit parce que, je dirais qu'il y a 2 catégories de personnes utilisatrices du service. Il y a celles qui l'utilisent parce que le réseau de transport en commun n'est pas accessible. C'est-à-dire que dans Toulouse, il y a de plus en plus d'arrêts accessibles, mais pas tous. Mais si vous allez en dehors de Toulouse, dans les communes avoisinantes ou même à la périphérie de la grande métropole, il y a plein d'endroits où il y a les arrêts de bus ne sont pas accessibles. Donc les gens qui habitent à ces endroits-là, ils sont obligés de passer par Mobibus pour se déplacer. Et puis il y a aussi les personnes qui, même si le réseau de transport était 100% accessible, de toute façon, du fait de leur type de handicap, seront obligés d'avoir un accompagnement en porte-à-porte. Et ces gens-là, ils sont pris en otage par Tisséo et par TPMR. Il faut savoir que TPMR, c'est une filiale de Transdev qui est elle-même une filiale de Veolia. Veolia, c'est bien connu, c'est pas une entreprise dont le but est de faire du service public, ni d'aider les personnes handicapées. L'objectif de Veolia, c'est de faire de l'argent. Et donc, on est face à un service qui fait de l'argent sur notre dos et qui... Je ne parle pas des chauffeurs, parce que les chauffeurs, eux, ils sont finalement pris un peu entre le marteau et l'enclume, même s'il y a quelques brebis galeuses, mais comme partout, je veux dire. Oui, dans l'ensemble, il y a même des chauffeurs, des gens qui sont des gens très bien, qui sont soucieux. Seulement quand on leur demande l'impossible, quand on leur compte le même temps de trajet, quand il y a de la circulation que quand il n'y a pas de circulation, forcément ils arrivent en retard.
Donc ils sont confrontés à la colère de l'usager et par contre ils ont leur hiérarchie qui leur dit démerdez-vous grosso modo. C'est pour ça qu'il y a eu une grève très longue en 2015 parce que les chauffeurs n'en pouvaient plus. Donc on est dans un système qui est devenu maltraitant parce qu'il ne tient aucun compte de nos besoins et que finalement il nous considère comme des boîtes de petits pois qu'on transporte à l'heure à laquelle ça arrange Tisséo Mobibus et non pas à l'heure à laquelle l'usager a des besoins, sachant que les usagers, ils ont des kinés, des services d'auxiliaire de vie, donc quand ils organisent leur sortie, c'est en fonction de tous ces impératifs-là. Donc ils ne peuvent pas décaler les horaires n'importe comment. La solution, elle est où alors? La solution, c'est déjà que Tisséo, au lieu de mettre 3 milliards uniquement dans le métro, parce que là on s'est trouvé de l'argent, que Tisséo mette des moyens financiers suffisants pour que le service puisse répondre à la demande avec un service de qualité et puis surtout qui sert les boulons à TPMR et qu'il exige une qualité de service, un fonctionnement où vous n'avez pas un service client qui finalement vous dit si on a fait une erreur c'est pas de notre faute et c'est pas grave, et puis si vous faites une erreur alors là par contre vous êtes le dernier des derniers. On n'a pas l'impression d'être des clients, on a l'impression d'être des otages parce qu'on n'a pas le choix de s'adresser à notre service. Non, bien sûr. On n'a pas le choix. Bien sûr, mais là vous allez lancer une pétition. Oui, parce qu'au-delà de ça, au-delà du problème de Tisséo Mobibus, malgré tout, on peut dire que dans l'agglomération toulousaine, on a entre guillemets la chance qu'il existe un service de transport, même s'il est très déficient, même si quand on veut travailler, il ne faut pas compter dessus, mais ça peut servir à sortir de temps en temps. Si on n'a pas trop d'engagement, ça peut être utile. Déficience ne veut pas dire que ça ne peut pas être amélioré, parce que justement... Ça peut être amélioré. Il existe donc, il existe déjà pas mal. C'est déjà pas mal, parce que ça pose le problème des personnes qui habitent la Lozère, qui habitent le fin fond du Lot. La ruralité. La ruralité. Ceux-là, ils n'ont rien du tout. Ils sont enfermés chez eux. Oui, tout à fait. Et donc, c'est pas normal que dans un pays qui se dit démocratique, qui se dit que nous sommes des citoyens, puisque nous sommes censés être des citoyens, c'est pas normal que dans ce pays où la Constitution dit que la liberté d'aller et venir est un droit fondamental, il n'est pas normal que sous prétexte qu'on est en situation de handicap, on n'ait pas accès à cette liberté de déplacement. Et donc nous demandons que les différentes autorités organisatrices des transports de la région s'entendent pour mutualiser leurs moyens, pour mettre en place un service de transport adapté en porte-à-porte qui desserve l'ensemble de la région Occitanie. D'accord. Et cette pétition, elle sera disponible sur, la plateforme change.org ou... A priori sur une autre plateforme, mais ce sera annoncé sur le site d'Andy Social, donc Andy Social, HANDI, social SOCIAL.fr. D'accord. Donc il y a l'ancien site et le nouveau site, mais il y a des liens qui renvoient de l'un à l'autre. Et donc on va mettre en ligne prochainement, dans quelques jours, un lien pour diffuser cette pétition, pour appeler toutes les personnes en situation de handicap qui veulent pouvoir se déplacer librement dans la région et pour appeler tous ceux qui souhaitent les soutenir et qui sont quand même nombreux à effectivement signer cette pétition. D'accord. Est-ce que, justement, j'aimerais vous parler de quelque chose. L'APF, que vous connaissez bien, a lancé une marche, un peu comme Vaincre l'autisme, qui lancera sa marche de l'espérance à Paris le 1er avril. Mais le délégué départemental de l'APF de Nantes a lancé une marche qui va partir de Nantes le 30 avril, le 30 mars pour arriver le 11 avril à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pourriez participer par exemple? Alors, au rendez-vous à Paris par exemple. Le problème, c'est que je n'irai pas pour des questions de logistique et de fatigue et autres, mais après, je pense que les adhérents qui ont lancé ça à Nantes, d'abord sont des gens combatifs, sont des gens effectivement qui ont envie de faire bouger les choses. Le problème, c'est qu'ils bougent pour une association qui, elle, veut mettre le couvercle sur toutes les actions. Vous savez, c'est la raison de mon exclusion de l'APF. Le problème, c'est que c'est très bien cette marche et je soutiendrai ceux qui feront ça. Mais est-ce que l'APF se battra vraiment pour un droit au transport? J'en doute. J'en doute puisque moi j'accuse clairement le président de l'APF et son CA d'avoir saboté la mobilisation sur l'accessibilité de 2014 et de 2015. Pourtant, ils ont présenté notamment des revendications pour les présidentielles, notamment. Ils ont lancé un appel à revendications
au lendemain de la présentation du sondage IFOP. Ouais. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir les revendications qu'ils présentent. Je serai certainement d'accord sur les revendications qu'ils présentent. Le problème qu'il y a, c'est que, je vais vous donner un exemple, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez dû entendre parler du problème du guide de la CNSA sur la PCH et du Maine. Ce guide, l'APF était informée depuis 2014 de son existence. Le CA et la direction générale étaient informés par des adhérents, par moi-même. Nous avions dit qu'il fallait se mobiliser contre ce guide. L'APF ne l'a jamais fait. Nous sommes arrivés en 2016. En 2016, c'est la coordination handicap autonomie, dont Andy Social est administrateur, qui s'est mobilisé sur cette question. C'est Yves Mallet, un des administrateurs, qui a vraiment pris ce combat à cœur et qui a, avec nos camarades de la coordination handicap autonomie, interpellé la CNSA pour dire, bah, écoutez, ce guide, voilà, parce que la CNSA avait l'intention de le sortir, il est hors de question qu'il sorte comme ça. Pourquoi? Parce que ce guide, déjà, il faut savoir que la loi de 2005 était bien faite sur le handicap. Par contre, le problème, c'est que les textes réglementaires qui sont venus après, qui ont été faits non pas par les parlementaires, mais par la haute administration, ces textes réglementaires déjà restreignaient le champ de la PCH. C'est un peu ce qui s'est passé avec la loi de 75, de toute façon. Mais la loi de 75, il n'y avait même pas eu de décret d'application, donc c'était encore mieux. Décret d'application. 75%, je crois. 75% des décrets d'application qui n'étaient pas sortis. En 2005, au moment de la réforme, n'avaient pas été sortis. Ben voilà. Donc avec la loi de 2005, on a sorti des décrets, mais des décrets qui restreignaient la portée de la loi de 2005. À l'époque, les associations n'ont pas réagi parce que je pense qu'on pensait que ça allait s'améliorer. Le problème, c'est que ça ne s'est pas amélioré. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'avec l'excuse de la crise économique, parce que ça aussi, on pourrait en dire pas mal, hein, parce qu'on trouve de l'argent pour certaines choses et pas pour d'autres, mais en tout cas, avec l'excuse de la crise économique, les départements veulent réduire la voilure. Et comment ils réduisent la voilure? Ben, ils s'attaquent aux allocations de solidarité. Ils s'attaquent aux allocations de solidarité en disant ça coûte trop cher. Et la CNSA est en train de les aider. Et la CNSA donc est en train de sortir un guide qui n'a aucune valeur réglementaire, mais qui va être le mode d'emploi des MDPH pour attribuer la PCH, la prestation de compensation du handicap aide humaine, et qui va plus loin encore que le cadre réglementaire en restreignant davantage les droits. C'est-à-dire qu'on en était arrivé à un minutage ultra précis des actes qui en plus n'étaient pas conformes à la réglementation. Donc la CNSA a retiré le tableur Excel qui allait trop loin. Mais par contre, ils ont, sous la pression de l'achat, parce qu'il faut savoir que l'APF est restée plus que silencieuse dans cette affaire, et on peut quand même s'interroger sur le fait qu'elle a été silencieuse. Enfin, moi je suis furieux, je ne comprends pas comment on peut prétendre défendre les personnes handicapées, présenter une plateforme pour les élections présidentielles, et de l'autre, pactiser avec la CNSA pour réduire les droits des personnes. Donc, la CHA a obtenu que le minuteur soit retiré, mais nous avons produit une contribution sur une nouvelle version que la CNSA a produit, parce qu'il y avait encore des choses à corriger. Et la CNSA avait dit le 27 janvier, à l'occasion d'une rencontre avec toutes les associations à laquelle l'achat a participé, que à partir des remarques remontées, elle produirait une nouvelle version, que cette version serait transmise aux associations pour validation. Et le 14 mars, le directeur de la compensation de la CNSA a adressé aux associations une nouvelle version du guide en disant « ça y est, on publie cette version ». Et le problème, c'est que cette version, elle est toujours encore plus restrictive que le cadre réglementaire. Donc même si elle est illégale, le problème, c'est que les gens ne connaissent pas leurs droits. Donc comment ils vont pouvoir contester ce que les MDPH vont appliquer? Avec plaisir, parce que la majorité des MDPH, ben, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire? Des économies. Et elles le font ben, sur ceux qui sont les plus faciles à faire, sur lesquels il est plus facile de faire des économies. Et donc, le problème, c'est que l'APF ne dit mot là-dessus. Moi, j'aimerais savoir pourquoi l'APF soutient le fait que, par exemple, les activités ménagères et la préparation des repas, j'ai fait une analyse juridique que la CNSA a, que toutes les associations nationales ont, et dans lequel il ressort que qu'est-ce qu'avait écrit le texte, qu'est-ce que disait le texte réglementaire sur la PCH? Il disait qu'effectivement que les activités ménagères et la préparation des repas étaient exclues, mais la phrase ne se terminait pas là. Non, c'est ce qu'on avait. Lorsque l'activité peut être prise en charge à un autre titre. Voilà, c'est ce que nous avions dit sur France Handicap Info. Jusqu'à maintenant, ce qu'il y avait, c'est qu'effectivement, il y avait l'aide sociale. C'était pas idéal parce que c'est remboursable sur succession, parce que c'est remboursable sur retour à meilleur fortune, mais les pouvoirs publics pouvaient toujours dire bah oui, mais vous pouvez payer l'aide ménagère avec l'aide sociale.
Le problème, c'est que maintenant, le plafond de l'aide sociale est devenu inférieur à celui de l'AAH. Donc ça veut dire que l'aide sociale n'est plus accessible aux personnes handicapées. Donc ça veut dire, si on comprend bien le français, si on le lit et le comprend comme une langue maternelle, tout à fait. Ça veut dire que la PCH doit prendre en compte les activités ménagères, la préparation des repas. Moi, je m'attendais à ce que l'APF, qui a toujours dit il faut qu'il y ait des moyens de prendre en charge ces activités, c'est honteux que ce ne soit pas fait, je m'attendais à ce que l'APF pourtant, c'est ce qu'il revendique. Saisisse. Il revendique le Alors président pourquoi de l'APF. Pourquoi il se taise là-dessus? Pourquoi est-ce qu'il laisse la CNSA sortir un guide qui n'est pas conforme à la réglementation, qui restreint nos droits? Il faudrait savoir. Moi, c'est ça, je veux bien, je suis d'accord avec les projets, avec les revendications, mais encore faut-il se donner les moyens de les mettre en œuvre. Ou est-ce qu'on fait semblant de dire je défends les gens et en fait on pactise derrière? Parce que c'est ça la question. Non, bien sûr. Mais juste ça sera peut-être une question que je n'hésiterai pas à poser au président de l'APF. Mais posez-la, mais je ne suis pas sûr qu'il vous répondra. Tout à fait. Le 11 avril, parce que je serai à Paris le 11 avril. Vous pourrez lui demander qu'est-ce que vous faites pour que la PCH puisse financer dès aujourd'hui les activités ménagères et la préparation des repas, puisque le cadre réglementaire le permet. Eh bien écoutez, moi j'invite Alain Rochon à répondre, puisque dès demain il peut permettre l'application de la loi. Eh ben, tout à il en a le pouvoir. Et Inclusion FM se fera un plaisir de répercuter la question au président de l'APF pour qu'il puisse vous répondre, au moins s'il le veuille bien, à Paris lors de l'arrivée de la marche. Dernière question, ça ne vous a pas échappé en tant qu'électeur, parce que nous sommes tous des électeurs, et les 12 millions de personnes handicapées en France. Pas toutes, puisque vous avez vu que tout à l'heure, la CIH a organisé un débat justement pour parler du problème du droit de vote des personnes handicapées mentales, tout à fait. Qui sont interdites de voter. Le défenseur des droits d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un réel problème. Mais le droit de vote existe. Mais en France, malgré tout, d'ailleurs, ce que disait aussi le défenseur des droits, c'était aussi l'accessibilité. Et il reprochait notamment que les campagnes électorales ne sont pas accessibles. Ne sont pas accessibles, quel que soit le handicap, visuel, mental, auditif. Il n'y a pas de traduction automatique en LSF, il n'y a pas de braille, il n'y a pas de site internet obligatoirement accessible aux déficients visuels, il n'y a pas de facile à lire et à comprendre, il n'y a pas de... Et encore, parfois, les salles, c'est pas toujours accessible non plus. Malgré ça, la campagne présidentielle, je suppose que en tant qu'acteur du milieu associatif du handicap, vous la suivez. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'électrice? Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette campagne, et les quelques propositions, parce qu'on en a tellement peu parlé du handicap, les hommes politiques n'en ont pas beaucoup parlé, notamment lorsqu'ils ont été invités au plateau lundi par exemple sur TF1. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis déjà gênée que tous les candidats ne soient pas traités à égalité. Je croyais qu'en France la règle républicaine voulait qu'il y ait un temps de parole similaire entre tous les candidats. Donc déjà sur le principe qu'il y ait 5 candidats seulement autour de la table, ça me choque un petit peu. Oui, il en manque 7. Voilà, il en manque 7. Après, je ne me prononcerai pas, parce qu'en tant que responsable associatif, je ne me prononcerai pas pour telle ou telle candidature, parce que ce n'est pas mon rôle, je dirais. Si ce n'est qu'effectivement il y a un seul parti que j'écarterai, c'est le Front National, parce que je pense que son idéologie n'est pas compatible avec le respect des droits de l'homme. Pourtant, c'est justement... c'est pourtant effectivement la candidate qui sur le papier fait le plus de propositions. Oui. Et en mais plus de ça, elle les a piquées quand même. Elle est accréditée chez les personnes handicapées, ce qui paraît incroyable, de plus de 27%, selon le dernier sondage de l'APF. Et c'est sur le site de France Handicap. Parce que c'est vrai qu'on a eu le sentiment qu'elle reprenait le programme de Mélenchon, quoi. Pourtant, on sent qu'il y a quand même des différences entre les deux, mais... oui, ça forcément, je doute pas. D'une manière générale, c'est vrai que les politiques ne maîtrisent pas le sujet, ne s'intéressent pas au sujet globalement, et que c'est regrettable, mais je pense qu'il faut que... En tout cas, moi j'encourage les personnes handicapées à aller voter, parce que
pour moi c'est simple, dans un pays, soit on vote, soit on fait la révolution, mais on ne peut pas rester... et la politique de ce gouvernement, de ce quinquennat qui se termine avec... moi je l'avais qualifié de gouvernement de la honte, mais je disais la même chose pour Sarkozy. Hein. Je crois que là on a été dans le duel de l'ignominie et de la maltraitance des personnes. Hein. Est-ce que vous considérez que ça peut justement être encore pire? Parce qu'avec une progression du chômage qui est de 65% chez les travailleurs handicapés en 5 ans, sur le quinquennat de François Hollande, le chômage des travailleurs calculé, total, a progressé de 65%, c'est énorme. Qu'est-ce que ça vous... On a été dans les mesures cosmétiques et on a été, de toute façon, il n'y a pas eu de politique d'ampleur. Mais enfin voilà, je pense qu'on ne peut pas à la fois se plaindre du coût des allocations de solidarité et de l'autre ne pas se donner les moyens de donner une place à chacun dans la société. Alors que le handicap, à partir du moment où on rend accessible la cité, l'espace et les transports, et à partir du moment où on compense le handicap, la plupart des gens peuvent mener une vie à peu près normale. Non, parce que Ségolène Ville, par exemple, qui nous a fait une tribune, qui nous a envoyé une tribune libre pour notre journal que nous avons publié, disait comme ça son bilan, elle jugeait son bilan très satisfaisant pour les 5 ans. Je crois qu'elle n'est pas en situation de handicap et qu'elle n'a pas été confrontée à la politique qu'elle nous a produite, parce que je pense qu'elle n'aurait peut-être pas la même opinion si c'était le cas. D'accord. Bon, écoutez, Odile Morin, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Merci d'être venu sur le plateau d'Inclusion FM et à très bientôt. Merci.